Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Histoire et avenir de l'éducation, c'est le titre du nouvel ouvrage de Jacques Attali, paru chez Flammarion. Plus qu'une histoire mondiale de l'éducation et de son avenir, l'ouvrage propose, je cite, des choix radicaux sans lesquels l'humanité ne pourrait survivre. Jacques Attali est notre invité dans le Grand JT, c'est dans une poignée de secondes. En deuxième partie d'émission, on ira faire un tour au musée en herbe à Paris où une nouvelle expo propose une immersion dans le monde de la musique pour les enfants. Enfin, comme chaque vendredi, on donnera la parole aux enfants. Aujourd'hui, on leur a demandé de nous présenter leur sanctuaire, à savoir leur chambre. Mais tout de suite, place à l'actualité en bref avec Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Mickaël, on commence avec Nicolas Dupont-Aignan qui partage sa vision de l'éducation. Le président de Debout la France était en visite au Salon des maires et des collectivités locales qui a refermé ses portières. Vous savez que School TV y était. Il a donc répondu aux questions de Patrice Boisfer. Il a quelques idées pour sauver l'école. Nicolas Dupont-Aignan, écoutez. Il faut une politique de rigueur et d'ouverture sociale. Et là, vous pouvez reprendre plein de jeunes, notamment des quartiers. Moi, je suis élu dans ma circo, 46 nationalités, alors j'en ai de partout. Et il faut qu'ils croient en l'éducation, mais que ça ne soit pas abstrait, démagogique. En fait, il faut sortir de la démagogie 68arde qui a bousillé l'éducation avec les pédagogistes à la noix. Et il faut reprendre le meilleur de la Troisième République et le meilleur du XXIe siècle. Donc, il faut faire un mélange de Jules Ferry et du numérique, vous voyez ? Je vois bien. Autre salon porte Versailles également, c'est le Salon européen de l'éducation. Oui, je vous en parlais hier, c'est jusqu'à dimanche avec notamment 6 conférences Parcoursup organisées sur le week-end pour mieux comprendre le système, son fonctionnement, comment formuler ses vœux, à partir de quand. Rendez-vous samedi ou dimanche à 10h30, 11h ou 15h à l'espace conférence du salon. Hier, le ministère de l'économie a ouvert ses portes à des collégiens et des lycéens. Un événement organisé dans le cadre de la journée Bercy fait son industrie à l'occasion de la 11e semaine de l'industrie, en présence de Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'industrie, et de Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. 1000 collégiens et lycéens ont ainsi pu découvrir les objets et les métiers de l'industrie. Et puis, vous ne l'aviez peut-être pas remarqué, mais la rentrée scolaire, cette année, en fait, la rentrée scolaire de janvier, est décalée d'une journée. Eh bien oui, et c'est plutôt inhabituel, mais après les vacances de Noël, les enfants reprendront l'école le mardi 3 janvier à la place du lundi 2. Vous l'avez remarqué, Virginie ? Mais non, je l'apprends en même temps que vous, c'est pour ça que j'étais un peu interloquée. Est-ce que vous savez pourquoi ? Non. Alors c'est pour des raisons de santé publique liées plus précisément à la sécurité routière, parce que vous savez qu'au gouvernement on pense à tout. Ils se sont dit que si les enfants reprenaient l'école le lundi 2, les Français allaient tous prendre la route le dimanche 1er compris. C'est pour laisser le temps aux Français de décuver. Vous avez compris J'ai compris. Je trouve ça assez tragique comme vision de la France, mais je comprends. Bon, et l'alcool est à consommer évidemment avec modération. Très bien, écoutez, merci Mickaël. Histoire et avenir de l'éducation, c'est le titre du nouvel ouvrage de Jacques Attali. Jacques Attali qui est notre invité dans le Grand JT. Jacques Attali, bonjour. Bonjour. Merci de votre présence ici sur le Grand JT de l'éducation. Nous sommes ravis de vous accueillir. Prenons de la hauteur grâce à votre présence ici. Afin de comprendre notre présent et notre avenir, il faut comprendre et surtout connaître le passé. Histoire et avenir de l'éducation, sur lequel ma fille a mis un petit cœur, c'est pas innocent. Et moi aussi, j'aurais pu en mettre d'ailleurs. C'est le nom de votre dernier ouvrage paru chez Flammarion. Alors évidemment, ma première question porte sur le titre, forcément. Il y a plusieurs histoires avec un S et avenir avec un S, de l'éducation. Oui, histoire, parce que c'est pas uniquement une histoire de l'éducation proprement dite, mais une histoire de toutes les formes de la transmission, qui passe pas que par l'école, qui passe par la famille, qui passe par le travail, qui passe par beaucoup d'autres moyens, l'église, les églises, et les forains qui passent dans les rues, les conteurs, les jongleurs, ça. Donc la transmission est un mécanisme extrêmement complexe. L'histoire est complètement différente si on la situe en Égypte ancienne, en Chine moderne, donc toutes les histoires sont multiples. Et les avenirs, simplement parce que l'avenir n'est pas écrit, qu'il y en a plusieurs possibles, pays par pays, et globalement selon ce qu'on en fera. Et pour comprendre ce qu'on peut faire de l'avenir, il faut connaître le passé pour voir s'il y a des grands invariants qui peuvent nous aider à prévoir et orienter le futur.
Alors justement, tout dépendra de ce que nous souhaitons pour nos sociétés. Et d'ailleurs, vous posez ces questions dès les premières pages. Si vous êtes d'accord, je vais lire quelques phrases. Alors, je ne vais pas lire tout le bouquin, il y a 500 pages, mais je vais commencer par celle-ci. Que voudra-t-on transmettre? On est page 13. Y aura-t-il un corpus universel enseigné à tous les enfants du monde? Fera-t-on table rase des cultures anciennes sous prétexte qu'elles sont les produits de civilisations ayant d'autres valeurs? Aura-t-on encore besoin d'apprendre à lire, à écrire et à compter? Je vais m'arrêter déjà sur cette question-là. Oui, elle peut paraître bizarre, mais j'en donne la réponse plus loin. Plus loin. En réalité, on n'a plus besoin d'apprendre à lire, à écrire, à compter, puisqu'il y a des machines à calculer, puisque on peut sur un ordinateur dicter sans écrire, et on peut se faire lire un texte, puisque l'ordinateur ou le téléphone peut lire. Et il y a même des logiciels de traduction automatique qui fait que vous n'avez plus besoin d'apprendre des langues étrangères. Il y a même aujourd'hui des téléphones portables qui ont été développés en Afrique pour ces 700, 800 millions, 1 milliard de personnes analphabètes ou en train de redevenir analphabètes pour mille et une raisons sur lesquelles on reviendra peut-être, qui sont des téléphones qui fonctionnent pour des analphabètes qui peuvent envoyer des mails, recevoir des mails, faire toutes les opérations commerciales possibles. Donc oui, on n'aura plus besoin d'apprendre à lire et à compter. Mais comme on l'a dit si souvent dans l'Antiquité par bien des auteurs, la fonction de l'apprentissage de quelque chose n'est pas seulement ce qu'on apprend, mais le fait que ça fait fonctionner le cerveau et que ça met le cerveau en situation de pouvoir apprendre d'autres choses. La transmission, c'est aussi ça. La nature a fait les uns pour s'attacher à la philosophie et commander, et les autres pour s'abstenir de philosopher et obéir à celui qui gouverne. Alors, ce n'est pas vous qui le dites, mais vous le reprenez dans votre livre, c'est Platon. Oui, c'est une très grande constante de beaucoup de penseurs. Platon, dont on glorifie la parole, enfin celle de Socrate qu'il est supposé retranscrire, mais qui contient quand même beaucoup de paroles élitistes, pédophiles et anti-féministes, d'une assez grande violence, mais qui correspondent à d'autres valeurs. C'est pour ça que je dis, est-ce qu'on enseignera des choses venant de civilisations qui ne sont plus les nôtres? Mais il y a une grande constante dans la plupart des sociétés, c'est que la fonction de la transmission, c'est de conserver. C'est de maintenir le système social comme il est, donc d'exclure du pouvoir et donc du savoir tous ceux qui ne l'ont pas, donc toutes les femmes, tous les gens des classes inférieures, paysans, artisans, etc., et de ne réserver le savoir qu'à ceux qui sont les maîtres et les serviteurs des maîtres, qu'il s'agisse de maîtres militaires ou de maîtres religieux. Et ceci est une grande constante. Vous avez cité le texte de Platon, mais on trouve à peu près le même texte, mot pour mot, par quelqu'un qui ne devait pas connaître ce texte de Platon, qui est le cardinal de Richelieu, qui dans son testament, que je cite aussi, dit à peu près la même chose. Il ne faut surtout pas enseigner au peuple. Et les Anglais l'ont fait d'une façon systématique, et pratiquement tout le monde, les Chinois aussi. On n'enseigne pas à des gens qui pourraient remettre en cause notre existence. Et c'est seulement très récemment, à partir du XVIIIe siècle, que de façon très timide, quelques-uns ont tenté de dire on fait confiance, on va donner un savoir à tous, au moins partiellement à tous, même si ça ne sera pas vrai, même si ça remet en cause l'ordre existant. Pour le meilleur ou pour le pire, Jacques Attali? Le savoir, c'est toujours pour le meilleur. Même si ça crée du désordre, parce que ça remet en cause l'ordre existant. Mais le fait de savoir, c'est le meilleur. Est-ce qu'on y a réussi? La réponse est non. Mis à part de très, très, très rares exemples de sociétés à peu près équilibrées, harmonieuses. Du Nord, essentiellement, de l'Europe. Essentiellement aujourd'hui, malheureusement, seulement la Finlande et le Danemark, puisque la Suède s'est effondrée alors qu'elle était en tête des bons systèmes. À part quelques pays qui ont réussi ainsi, ou d'autres pays qui, à l'inverse, ont réussi par des modèles extraordinairement exigeants, concurrentiels, impitoyables, allant jusqu'à entraîner le suicide des enfants et des parents quand les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qui est attendu. Le système éducatif mondial est un désastre. Un désastre aujourd'hui, au regard des critères du passé, c'est-à-dire l'enseignement de masse, parce qu'au fond, l'école, c'est un miroir du travail à la chaîne. On enseigne en faisant passer les élèves d'une classe à l'autre, comme une voiture passe d'un poste à l'autre dans la chaîne. Mais dans ce modèle-là, qui est en train d'être balayé, on en reparlera peut-être tout à l'heure, dans ce modèle-là, qui est loin de celui que vous exposez sur cette chaîne, notre éducation mondiale est catastrophique. Elle est extrêmement injuste. Elle ne transmet pas les bonnes connaissances.
Et puis elle est complètement débordée par 1000 choses. La démographie, les technologies, le fait que des métiers nouveaux sans cesse apparaissent, que des métiers anciens disparaissent, et qu'elle n'est plus à la hauteur des enjeux. Donc tout ce qu'on reproche aujourd'hui à l'école, et aujourd'hui, il y a en particulier pour la France l'annonce de chiffres catastrophiques qu'on pouvait attendre sur le niveau des enfants en classe de 6e, tout ça n'est rien à côté de ce qui nous attend. En termes d'explosion de notre système, d'où l'urgence de tout remettre en cause. Et oui, et donc d'où l'urgence d'avoir écrit ce bouquin justement pour pouvoir comprendre effectivement notre passé, comprendre toutes les histoires de l'éducation, savoir en retirer le meilleur bien évidemment pour préparer l'avenir. Alors je vais continuer par parler évidemment de la situation actuelle bien sûr de l'école et des enseignants notamment. D'ailleurs vous dites un passage très intéressant sur ce qu'est la transmission. La transmission ne se fait pas que par l'école. Oui, c'est ça. Loin de ça. Bon, là, je raconte l'histoire de cette transmission depuis 300 000 ans. Même, je parle de la transmission chez les animaux, qui est un phénomène absolument passionnant. Et même dans les arbres, qui est aussi un phénomène incroyable. Les arbres transmettent. Oui, ça fait partie de toute une collection, en fait, que vous aviez écrite. Oui. La transmission, c'est l'école. Très récemment, parce que c'est pas du tout l'école pendant très longtemps, c'est la famille. Les enfants apprennent par la famille. Ils apprennent quoi? Ils apprennent à refaire le métier de leurs parents ou les activités de leurs parents pour les filles, qui ne sont pas un métier en général. Et ils apprennent aussi par le travail, quand la famille soit les fait travailler, soit les envoie travailler ailleurs. Donc c'est le travail qui apprend les compétences, et qui sont toujours les mêmes de génération en génération. Et puis l'école apparaît d'abord pour une certaine élite religieuse ou une élite militaire, ou pour certains métiers très spécifiques, les scribes, les médecins, etc. Puis ensuite, elle va prendre le pouvoir très tard, au XXe siècle seulement, sur l'entreprise, puisque c'est très tard que les enfants vont à l'école. Même en Grande-Bretagne, il faut attendre le début du XXe siècle pour que l'école soit obligatoire, l'école primaire soit obligatoire. D'ailleurs, à la fin de votre bouquin, vous dites qu'il faudrait que les enfants aillent dès l'âge de 2 ans à l'école. Vous recommandez ? Je recommande bien des choses. Oui, et on va en parler à la fin. Que les enfants aillent. Et la possibilité d'aller à l'école à partir de la possibilité, si les parents sont capables de leur renseigner. Je montre sur de nombreux exemples que l'enseignement par les parents, s'il est bien fait, s'il n'est pas sectaire, s'il n'est pas tenu par des méthodes folles, est un excellent enseignement. Mais si les parents n'ont pas les moyens, il faut qu'une école soit disponible à partir de l'âge de 2 ans. La formation des humains se réduira-t-elle encore plus qu'aujourd'hui? Pour l'essentiel, à rendre opérationnelle une force de travail, à discipliner les citoyens et à imposer une idéologie et une foi. Là, je vous cite à nouveau, c'est le cœur de ce que nous vivons aujourd'hui? Oui, nous sommes une machine à produire des travailleurs. Enfin, l'école est une machine à produire des travailleurs, avec quelques personnes qui échappent, mais on produit ceux qui sont nécessaires, parfois en se trompant, en produisant plus de gens dans des fonctions ou dans des compétences qui ne sont pas nécessaires que des gens dans des compétences qui seraient nécessaires, parce qu'on ne peut pas forcer les gens, autant qu'on le faisait avant, à faire des choses, à apprendre des choses qu'ils n'ont pas envie d'apprendre. Mais ce n'est pas nulle part, et en particulier dans la quasi-totalité du monde, où il n'y a pratiquement pas d'école. Rendez-vous compte qu'en Afrique, il n'y a presque pas d'école, sauf pour la classe moyenne supérieure et les classes supérieures. On apprend vraiment le minimum, et le minimum pour reproduire la société à l'identique. Oui, pour reproduire des schémas en fait que l'on connaît bien, qui sont les schémas parentaux et qui ne sont pas forcément toujours les bons. Je vais continuer de relever des passages évidemment, puisque grâce effectivement à des passages et à des citations, cela nous permet de digresser et de parler justement de ce qu'est l'éducation aujourd'hui. Ce livre qui raconte pour la première fois de manière aussi riche et précise justement les histoires de l'éducation, qui nous montre à quel point l'éducation ne se prend pas à l'école. Y a-t-il une place pour la transmission à tous et à chacun de l'importance de la liberté, de la curiosité, du doute, du courage, de l'art, du partage, de la vérité, de la loyauté, de l'empathie. Toutes ces valeurs-là, elles paraissent essentielles quand je les lis sur votre livre, quand je les lis sur ma feuille, puisque ce sont des notes que j'ai prises, quand je les dis devant vous, et pour autant, ce ne sont pas celles qu'on retrouve dans le cadre strict de l'école. Non, mais vous demanderez à votre fille si elle apprend ça à l'école, même si elle est peut-être trop jeune pour qu'on lui enseigne, mais apprendre l'empathie, la collaboration, l'altruisme, la bienveillance, c'est une chose absolument fondamentale, qu'on apprend nulle part. Le courage, et peut-être aussi et surtout le goût de l'effort, trouver du plaisir à faire un effort, c'est quelque chose qui est essentiel. Ne jamais considérer qu'il faut accepter
de se résigner à ne pas comprendre. Ça, c'est très, très important. Ne jamais se résigner à ne pas comprendre. Donc, tout ça, c'est des choses fondamentales qu'on apprend nulle part et qui pourtant sont plus importantes que d'apprendre les intégrales doubles, même si moi ça m'a fasciné d'apprendre les intégrales doubles. Non mais je comprends, mais peut-être que ça se joue dans la manière d'enseigner aussi. C'est compliqué pour les enseignants qui sont, et vous le savez aujourd'hui, effectivement en mal de reconnaissance, à la fois salariale, à la fois de reconnaissance tout simplement dans leur éthique, dans leur façon de penser l'enseignement, de vivre l'enseignement, de par la violence, et on va en reparler aussi de la laïcité, de plein d'autres thématiques que vous abordez dans votre livre. Mais un point précis et qui m'a frappé et qui m'a vraiment interrogée, quand on remonte 7 siècles avant notre ère, ou que l'on parle des dernières réformes de ces 50 dernières années, par exemple, vous retenez évidemment l'importance donc de cette formation des professeurs, mais pas que les professeurs, cette formation de manière générale, le fait tout simplement d'apprendre. Apprendre et se cultiver, autrement dit, faire des études qui est donc une nécessité, selon vous, et je l'ai relu à plusieurs chapitres. Mais cela coûte d'apprendre. Cela coûte de se former, cela coûte de faire 10 ans d'études pour devenir médecin, voire 12. Cela coûte de faire des études de droit, ça coûte de faire des études, peu importe, n'importe quelles études. Les étudiants ne peuvent plus vivre décemment, on les a vus, certains sont dans la rue, certains ont besoin d'aller quémander pour pouvoir tout simplement se nourrir. Vous proposez justement de salarier les étudiants. Oui, il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. D'abord, les professeurs ne sont pas responsables de la situation actuelle. D'abord, elle est très différente d'un pays à l'autre. Ensuite, il y a beaucoup d'enseignants qui ont des initiatives extraordinaires aujourd'hui, soit des écoles très différentes qui marchent bien, soit des profs, même dans le système le plus centralisé français, prennent des initiatives exceptionnelles. J'en cite plusieurs dans le livre. Il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas les consignes très réactionnaires du système global. Donc, on ne peut pas généraliser, et la responsabilité n'est pas des enseignants qui mériteraient d'avoir des rémunérations bien plus élevées, qui mériteraient d'avoir des formations permanentes beaucoup plus grandes. C'est en route, ça, mais est-ce que c'est assez, selon vous ? On est loin. Si on compare même, non pas à ce qu'il faudrait dans 20 ans, mais à ce qui existe aujourd'hui dans les meilleurs pays du monde, le salaire enseignant devrait être au moins 50% supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. Parce que là, 2 000 € brut quand on commence, c'est pas encore effectif. Non. Mais même quand on commence, c'est déjà pas assez. Non. On vient de décider, je crois, qu'aucun magistrat ne peut commencer à moins de 3 000 €. Je vois pas pourquoi un professeur des écoles commencerait à moins qu'un magistrat. Et le pays qui marche le mieux aujourd'hui, ça durera peut-être pas, mais qui marche le mieux aujourd'hui, c'est la Finlande, où les professeurs ont des rémunérations voisines de celles de la moyenne des médecins et des avocats, et qui leur donnent un statut social considérable. Et avec beaucoup d'autres réformes d'ailleurs qui sont très importantes et qu'on pourrait appliquer demain matin en France. On ne le fait pas, mais... On a l'argent pour le faire. Et c'est aussi une de mes questions parce que vous parlez justement, il y a un énorme chapitre sur le capital d'enseignement. Tout le monde dit on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent, on ne peut pas le faire. Mais en fait, c'est faux. D'abord, ça rapporte. La formation n'est pas utile qu'à celui qui est formé. Se former est une activité socialement utile. Se soigner quand on est malade est remboursé par la sécurité sociale. Pourquoi ? Non pas parce que c'est seulement bon pour soi, mais c'est parce que c'est bon pour la collectivité. Si tout le monde est malade, c'est un désastre pour la collectivité. Donc se soigner est une activité socialement utile. Moi, je suis chef d'orchestre par ailleurs. J'ai intérêt à ce que les musiciens de l'orchestre jouent le mieux possible. Pas seulement le musicien qui a intérêt à jouer le mieux possible, mais tout l'orchestre a intérêt. Point de vue collectif. Voilà. Et la nation a intérêt à ce que tout le monde soit le mieux formé possible. Donc nous avons intérêt. C'est pour ça que vous avez pris l'exemple tragique des étudiants aujourd'hui. C'est tragique de voir des étudiants ne pas être en situation de pouvoir apprendre, non seulement pour eux, mais c'est tragique pour la collectivité, parce qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers, sans doute plus d'une centaine de milliers d'étudiants qui tous les ans abandonnent les études parce qu'ils n'ont pas les moyens de les mener. Mais vous avez conseillé beaucoup de ministres, beaucoup de présidents. Non, j'ai conseillé qu'un seul président, véritablement. Véritablement, mais enfin quand même, ils sont à votre écoute. Les autres, oui, mais enfin, je ne peux pas être responsable des conseils qu'on ne suit pas. Et non, bien entendu, je ne suis pas mais justement... responsable des conseils qu'on ne suit pas. Ça, je l'entends très bien, mais pourquoi ne vous écoutent-ils pas quand même, j'en sais rien. Selon vous? C'est à eux qu'il faut le demander. Moi, par exemple, je l'ai dit publiquement. Et donc, si je l'ai dit publiquement, c'est que je l'ai peut-être dit en privé avant. Mais je dis publiquement qu'il fallait rémunérer les étudiants. Comme le font certains pays du Nord, parfois très généreusement, puisque dans certains pays du Nord, les étudiants touchent le SMIC jusqu'à 24 ans, quelle que soit leur classe sociale, indépendamment de leur rémunération, et indépendamment du niveau de revenu de leurs parents. Et dans d'autres un peu moins, mais ça nous garantit que les étudiants
les jeunes seront dans la meilleure formation possible, et naturellement à condition qu'ils réussissent leurs études. On ne va pas rémunérer les gens à faire la 18e année de sociologie, la 18e première année de sociologie, ça n'a pas de sens. Non, mais c'est un temps à définir, voilà. avec des résultats à tenir. Et donc, oui, ça rapporte. Donc l'éducation est le meilleur investissement possible. C'est pour ça qu'il faut distinguer quand on dit les déficits. Mais il y a deux sortes de déficits. Il y a le déficit tragique qui consiste à financer les dépenses courantes, ce qui est notre train de vie quotidien d'aujourd'hui. Et il y a le déficit qui consiste à financer un investissement. Ce n'est pas la même chose pour une personne, vous ou moi, que d'aller à la banque pour emprunter, pour acheter un 18e jeu vidéo. C'est pas mon cas, peut-être c'est le vôtre, mais c'est pas le mien. Ou pour emprunter à la banque pour acheter un logement. Dans un cas, c'est du gaspillage, c'est vraiment un désastre en termes de dette. Dans le deuxième, c'est de l'épargne forcée. Emprunter pour acheter un bien durable, c'est de l'épargne forcée. On se force à épargner puisqu'on a quelque chose en contrepartie. Bien sûr. Eh bien, l'éducation, c'est comme le logement. C'est de l'épargne forcée. Donc, ce n'est pas une dette que de financer les écoles, les universités, les professeurs. Ce n'est pas une dette. Il ne faut pas le considérer comme un déficit public. Il faut le considérer comme un investissement pour la société de demain. Voilà. Le système éducatif français crée des inégalités très fortes en matière d'apprentissage et de réussite. L'indice de position sociale en est l'exemple même, avec des fils d'ouvriers, si je devais prendre cet exemple-là, qui selon les chiffres n'arrivent absolument pas à franchir le cap des premiers diplômes de formation type CAP. Que faudrait-il selon vous justement pour arriver à davantage d'égalité dans les chances de réussite? Est-ce que la mixité sociale pourrait fonctionner? Et je sais que vous l'avez mentionné plusieurs fois dans votre livre. C'est essentiel. D'abord, il y a moins d'ouvriers, donc c'est normal qu'il y ait moins de fils d'ouvriers. Moi, quand j'étais à Polytechnique, dans ma classe, on était regroupés dans une chambre de 6. Il y avait un fils d'ouvrier, il y avait un fils de commerçant, c'était moi, il y avait un fils d'agriculteur, il y avait un fils de gendarme, et puis il y avait un fils d'architecte, et puis il y avait un bourgeois. Voilà, c'était les 6. Et vous ne gardez que justement cette richesse de mixité sociale? Aujourd'hui, ça a disparu. Il n'y a plus tout ça. Il n'y a pratiquement que des fils de la catégorie supérieure avec des fils d'enseignants ou des fils de polytechniciens. Donc ça a totalement disparu. Donc il faut une mixité sociale, c'est-à-dire avoir des gens de toutes les catégories sociales dans les mêmes classes. Il n'y a pas de raison que seuls les enfants de polytechniciens aient accès aux meilleures classes préparatoires. Ils l'ont fait par exemple avec Henri IV, qui a ouvert ses portes. Mais est-ce que c'est vraiment effectif? Est-ce que c'est pas une... Un lycée, c'est tout le système qu'il faut changer. C'est un lycée ça pourrait se traduire par le pire, c'est-à-dire par le fait que ce niveau de ce bon lycée baisse, c'est problème de vase communicant, sans rapporter rien à d'autres. Donc le problème, c'est comme la théorie du... Vous savez, il y avait un clown suisse qui était très célèbre, qui s'appelait Grock. Il avait un piano et un tabouret. Il s'approchait, le piano était trop loin du tabouret, il réfléchissait beaucoup et il poussait le piano. Voilà. Donc là, le problème, c'est pas de faire en sorte que le lycée soit au niveau du plus bas. C'est à faire en sorte que tout le monde soit au niveau du meilleur. Donc il ne faut pas baisser le niveau d'Henri IV, il faut augmenter le niveau de tout le monde. Mais on peut y arriver, cette mixité sociale? Vous pensez que c'est possible? Si on se réfère à ces indices de position sociale, ces fameux IPS? On ne peut le faire que d'une façon vraiment, je vais employer un mot difficile, coercitive. C'est-à-dire qu'il faut imposer la mixité sociale. Il ne faut pas laisser, y compris d'ailleurs entre le public et le privé, il faut imposer, après tout on a imposé à l'enseignement privé, qui le fait de bonne grâce, d'accueillir tous les élèves, quelle que soit leur foi ou leur absence de foi. Pas de raison de ne pas leur imposer aussi d'accueillir tous les élèves, quel que soit leur milieu social. Je regardais une petite note parce que, évidemment, vous voyez la densité du livre pour tous ceux qui nous regardent. J'avais noté quelque part, mais je ne le trouve pas, le passage sur la discipline. Parce que quand vous parlez d'imposer, cela me fait penser forcément à la discipline et l'importance finalement d'avoir une discipline dans les écoles qui est très décriée aujourd'hui avec toutes les nouvelles méthodes d'apprentissage et autres, et qui pourtant permettrait justement... Alors, ce n'est pas un livre qui se résume à quelques conseils, même s'il y en a à la fin qui résume mon propos, mais c'est vrai que d'abord l'éducation a longtemps été, disons depuis l'Antiquité la plus ancienne jusqu'à aujourd'hui, fondée sur les 3 mêmes principes, répéter, punir, récompenser. Voilà. C'est très simple, on a fait ça tout le temps, etc. Répéter, ça ne marche plus.
récompenser, on ne sait pas, la seule vraie récompense, c'est le fait d'apprendre, et punir, c'est un désastre. L'école a toujours été vue, elle est encore vue dans beaucoup de pays comme le lieu de la sanction. D'ailleurs, on me dit que dans certaines langues africaines, le mot enseigner et le mot bâton, c'est le même. Bon. Donc, et puis, on sait que l'école a été, et reste encore dans beaucoup de cadres, l'école ou la famille, le prétexte de violence intrafamiliale ou scolaire, violence sexuelle, violence sadique de toute nature, épouvantable. Donc, la discipline est très importante. Mais la discipline doit s'expliquer, elle doit être fondée sur le respect, sur la passion. Si on est capable de créer les conditions de pourquoi j'apprends, pourquoi je transmets, pourquoi je dois être respecté, bien des profs le font très très bien. Et souvent, s'ils n'y arrivent pas, c'est parce qu'il y a un mode inverse à l'extérieur de l'école. Il y a des pays qui le font très bien, c'est le cas. J'ai cité tout à l'heure de la Finlande, j'ai cité les cas inverses qui réussissent très bien aussi, comme la Corée du Sud. Mais en France, vous avez des professeurs qui ont créé des conditions d'un dialogue avec les parents exceptionnels. Je cite dans le livre le cas d'un jeune professeur qui s'appelle Jérémy Fontagneux, qui a lancé une méthode qui maintenant commence à se... Oui, qu'on a reçue sur School TV. Voilà. Et qui commence à se généraliser dans beaucoup d'autres écoles, qui consiste à créer un dialogue avec les parents, comme vous le savez sans doute, un dialogue parent par parent. Il leur parle à peu près tous les jours. Alors, au début, les parents disent c'est votre affaire, pas besoin de m'en mêler, puis peu à peu, ils se prennent au jeu, et il y a la création de ce qui est nécessaire, c'est une communauté éducative. Les enfants passent plus de temps maintenant dans le périscolaire qu'à l'école, et en principe plus de temps dans leur famille qu'à l'école. Plus les jeux vidéo et Internet, ce qui fait que l'école représente même pas le quart du temps d'apprentissage des enfants. Donc il faut tout mettre ensemble. Mais alors, pour les détracteurs de cette idée-là, certains enseignants, justement, disent mais il y a trop d'interférences, trop d'intrusion des parents, justement, dans l'éducation de nos enfants. Il y a un risque, en effet. Il y a le risque qu'on a bien vu, tragique, dans le cas de Samuel Paty, où des parents sectaires veulent imposer, veulent intimider les enseignants. Donc c'est une question d'équilibre. Mais c'est au contraire, je crois, en faisant comprendre aux parents l'importance de l'apprentissage pour les enfants qu'on leur fera sortir de cet obscurantisme. J'ai trouvé le passage de la discipline, je vais le lire quand même parce que les phrases sont merveilleuses. L'éducation par la discipline est l'acte par lequel on dépouille l'homme de son animalité. Pour l'un comme pour l'autre, apprendre et transmettre serait donc le propre de l'homme. Pour le premier, il faut lui apprendre à être libre. Pour le second, il faut lui apprendre à être discipliné. Tout est dit. Voilà. Je continue justement par rapport à... vous parlez de réseaux sociaux, d'écran à l'instant, de violence justement. Aujourd'hui, en fait, l'éducation est aussi dictée par les nouveaux moyens de communication qui peuvent être, on l'imagine et on le voit, absolument positifs, mais aussi dévastateurs, notamment sur l'influence des écrans. Quel est votre avis sur la question? Un pas en avant ou un enfermement? Les deux sont possibles, les deux sont là. C'est une question de finesse, d'analyse et de maîtrise. D'abord, je suis pour l'interdiction des écrans jusqu'à l'âge de 6 ans. Votre fille ne devrait pas avoir d'écran. Oui, alors j'ai tout faux. Voilà, déjà. L'écran, parce que l'écran... Mais je l'avoue. Oui, mais c'est pas une raison. Je pensais que vous alliez me pardonner. Non. Non, parce que l'écran, c'est le terre-à-laine moderne. C'est le baby-sitter de substitution. Mais disons qu'on se dit que pour des logiciels éducatifs, pour des choses... 6 ans, pas avant. Sinon, ça enferme l'enfant dans la solitude. Enfin, je ne vais pas vous... Non, mais ça m'intéresse, en train d'échanger. Je pense que tous ceux qui nous regardent aussi... Non, il faut pas faire ça. Il faut jusqu'à 6 ans créer les conditions d'un dialogue, d'un apprentissage par l'échange, de la maïeutique, de la découverte. L'écran, ça conduit à une solitude. L'écran a de grandes qualités. On a découvert récemment, en tout cas les études jusqu'à présent, ne disent pas autre chose que l'écran permet une faculté de concentration qui fait qu'on apprend mieux avec un écran qu'à l'école. C'est quand même très contre-intuitif. On apprend mieux avec un écran qu'à l'école. Donc c'est pas mauvais en soi. Mais ça doit être sur des outils pédagogiques spécifiquement construits pour ça, en utilisant les meilleures méthodes qui peuvent exister et qui avancent tout le temps. Ça doit être extrêmement adapté. Ça ne doit pas être un dérapage dans des jeux de toute nature, de pure distraction, même si les jeux peuvent avoir une dimension éducative. Il y a des méthodes pour apprendre les tables de multiplication qui sont formidables, qui sont fondées sur des jeux et qui fonctionnent mieux que la répétition des tables. Bon.
Donc, mais ça suppose un encadrement, ça suppose un rapport à celui qui vous donne le jeu à voir et des conversations. Ça suppose une vraie mise en scène et non pas une solitude. Or, ce qui se passe avec l'écran et avec les jeux vidéo, c'est qu'on laisse les enfants tout seuls devant, ils rentrent dans un univers de solitude narcissique extraordinairement dangereuse, et ils dérapent ensuite dans ce qu'on voit avec l'ensemble des plateformes et des réseaux sociaux, où d'ailleurs tous les adultes sont victimes. Beaucoup d'adultes sont victimes d'une obsession de Twitter ou de Instagram ou de TikTok qui n'est pas meilleure que celle des enfants. On parlait d'inégalités très fortes en matière d'apprentissage face aux fameux IPS. Se pose aussi la question de l'orientation. Et ce sera ma dernière question avant d'aborder une autre, qui est celle de la laïcité, qui me tient aussi beaucoup à cœur. Vous dites que, par rapport à l'orientation, elle a toujours été dominée par les désirs des classes dominantes, justement. Avec Emmanuel Macron et Pape Ndiaye, c'est a priori les secteurs qui recrutent qui désormais feraient la loi de l'orientation. Est-ce que cela vous paraît cohérent ? D'abord, on a besoin de plus d'ingénieurs. Donc, par tous les moyens, il faut plus d'ingénieurs. Ça, c'est une constitution de survie de la nation. Mais si on prend un recul un peu plus grand sur la question de l'orientation, en réalité, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est rien à côté de ce qui nous attend. Le Parcoursup, c'est une méthode qui apparaîtra dans 10 ans totalement antédiluvienne, parce que qu'est-ce qui vient maintenant ? Il vient des techniques qui permettent, qui sont déjà expérimentales dans plusieurs pays, d'une façon expérimentale, de savoir, sur des tests faits à 3 ans, quels sont les domaines dans lesquels les enfants seront bons à 20 ans. De façon prédictive. Et donc, on va orienter d'une façon prédictive les enfants dès l'âge de 3 ans par des modes d'orientation scolaire en fonction de tests faits en permanence, qui mêleront à la fois les compétences qu'on pense que les enfants ont et les besoins de la société. La société chinoise est très en avance sur cette façon de faire. Donc l'orientation, qui est extrêmement grave, puisque c'est un moyen de remettre en cause la liberté. Exactement. Ne devrait fonctionner comme une façon d'aider chacun à devenir soi. Je vais écrire un livre entier sur cette question. Devenir soi, c'est-à-dire trouver soi-même ce qu'on veut faire de sa vie. Notre vie est unique, on n'en a qu'une, il faut la faire la mieux possible. Et ça ne peut pas simplement être dicté par les besoins de la société. Ni par un algorithme. Voilà. L'un de vos sous-chapitres, si je puis dire, se nomme « France, la bataille infinie de la laïcité ». Comment expliquer en être encore à rappeler la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État, la loi de 2004 sur le port des tenues ostentatoires à l'école qui est interdite, ou encore récemment une circulaire qui est sortie par le ministre de l'Éducation Pape Ndiaye à tous les établissements, essayant de pouvoir rappeler justement les définitions de cette situation. Ce sera ma dernière question. En réalité, c'est que la laïcité a totalement changé de combat, et à juste titre. Je raconte cette histoire, c'est dans un chapitre sur le XXe siècle, je raconte l'histoire avant de passer au chapitre sur l'avenir. La laïcité, c'était pour construire la nation contre l'Église catholique, qui avait monopolisé l'école depuis le IIIe siècle. Du 3e au 19e siècle, où elle a pris le pouvoir contre l'Empire romain. Je l'ai appris grâce à vous, je dois avouer. Je pensais que c'était pas si tôt. Elle a éliminé l'enseignement gréco-latin, qui était magnifique, mais qui était bien évidemment réservé à l'élite, pour en enseigner, non pas à tous l'enseignement de l'Église, surtout pas, mais uniquement aux moines. Et le reste circulait, il n'y a rien à voir, aucune éducation. Ça, jusqu'au 19e siècle. Et la grande bataille de la fin du 19e, c'est de se débarrasser de l'influence de l'Église catholique. Aujourd'hui, c'est complètement différent. L'Église catholique a perdu cette bataille et fait partie aujourd'hui d'une société relativement apaisée, mis à part quelques extrémistes. Mais on a une autre bataille à mener, c'est contre les extrémistes d'une autre religion, l'islam, qui, eux, considèrent que la transmission appartient à la famille, que ce qu'il faut transmettre, c'est d'abord les valeurs religieuses, et on voit ça partout à travers l'Afrique et dans une grande partie du monde, où le pouvoir religieux domine. Donc il faut maintenir la laïcité contre d'autres formes d'obscurantisme religieux qui sont plus ceux, ni seulement ceux du christianisme, même s'il en existe encore dans quelques orthodoxies particulières. Donc il faut le rappeler, et c'est vrai pas seulement en France, c'est vrai dans tous les pays qui sont confrontés à un multiculturalisme. Alors la France, pourquoi est-ce que la France est à la pointe de ce combat ? Parce que les sociétés anglo-saxonnes acceptent, elles, le multiculturalisme. Elles ne cherchent pas à faire une société unique, elles sont dans une juxtaposition de communautés indifférentes les unes aux autres.
et c'est qui pour moi est extraordinairement dangereux pour elles. La juxtaposition de communautés qui pensent différemment, qui ont différentes valeurs, qui s'habillent différemment, qui s'organisent et qui sont soi-disant tolérantes les unes avec les autres, qui ne sont pas du tout tolérantes, qui sont indifférentes, va conduire à une rupture de la société anglaise, belge, hollandaise, américaine. Nous, on a ce courage extraordinaire de maintenir l'utopie d'un citoyen commun qui a une identité commune, qui est une langue, une culture, des valeurs, pour que chacun puisse librement exercer sa foi ou son absence de foi à domicile. J'aimerais continuer de croire à cette utopie, effectivement. Merci mille fois, Jacques Attali, d'avoir été avec nous sur le plateau du Grand JT. J'aimerais parler pendant des heures avec vous, mais malheureusement, je ne peux pas, le temps me presse. Je rappelle votre livre, Histoire au pluriel et avenir au pluriel de l'éducation, sorti chez Flammarion, Jacques Attali. Dernière petite chose, vous êtes quand même à la fin. Alors évidemment, vous doutez bien qu'avec toutes les notes que j'ai prises, vous ferez le plaisir, vous aussi qui allez lire ce livre, pour finir les 20 recommandations pour le monde, pour la France et aussi pour le lecteur. C'est très intéressant de les lire, bien entendu. Et surtout, vous laissez votre adresse mail. C'est génial, ça. Toujours. On vous écrit ? Oui. Je reçois énormément de lettres pour Vous arrivez à répondre à tout le monde ? Ah, je réponds moi-même à tout le monde. Fabuleux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jacques Attali. C'était un plaisir de vous recevoir dans le Grand JT. Merci de votre invitation. On marque une courte pause et on se retrouve. Tous les matins, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous propose des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. Vous venez de le dire, on parle d'intégration. Là, aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est que l'inclusion se mette en place réellement. Parents, profs, élèves, élus, Patrice Boisfer vous donne la parole chaque jour dans le MAG pour aborder une thématique clé de l'éducation. L'idée, c'était de dire, vous pouvez le faire, c'est une volonté. Chaque jour, faites bouger le monde de l'éducation dans l'école du futur. Avec ses invités, Marjorie Paillon inspire vos enfants et les guide vers les métiers de demain. Le goût de l'effort qui est absolument nécessaire de développer chez un enfant, on peut le proposer avec un outil numérique. Tous les soirs dans le Grand JT, Virginie Guillaume débriefe de l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Et j'espère qu'un jour, on y arrivera, le jour où on aura suffisamment un parcours de citoyenneté solide et qu'on aura donné aux jeunes de 16 ans la capacité de voter avec tous les outils dont ils ont besoin. Chaque semaine, Malika Ménard reçoit une personnalité qui se confie sur ses souvenirs d'écolier et sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. En réalité, ça va être des ordinateurs, des tablettes, du numérique. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Sylvie Girardet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice du Musée en Herbe à Paris, un musée créé pour initier à l'art, qu'on soit grand ou petit. C'est absolument génial. Moi, j'y vais très souvent. Et c'est pas parce que vous êtes là que je le dis. Votre cœur de cible, ce sont bien sûr les enfants. Avec le Musée en Herbe, le titre, tout est dans le nom. Et justement, vous leur proposez une exposition qui s'appelle En avant la musique. Une expo qui retrace l'histoire du son enregistré depuis sa création en 1860. Comment le choix s'est-il porté justement sur la musique pour cette exposition ? Alors, nous avons été contactés par le SNEP, le syndicat de la musique enregistrée, qui fête ses 100 ans cette année et qui cherchait un lieu pour faire une exposition, pour faire partie de cet événement. Pour nous, c'était un petit peu nouveau parce qu'en général, c'est surtout les arts plastiques. Et le sujet nous a beaucoup plu et on est parti dans l'aventure avec eux. Alors c'est vrai, quand on parle d'art plastique, on parle souvent d'objets qu'on arrive très très bien à avoir en tête et c'est assez facile. Là, j'imagine que vous avez récupéré des objets qui sont en lien avec le son, comme des gramophones, des disques, enfin tous les appareils qui sont liés au son. Absolument.
Voilà, mais il y a les énormes appareils, effectivement, de la fin du 19e siècle. Et puis maintenant, dans quoi est-ce qu'on écoute la musique? Nos petits téléphones, donc dans des appareils tout petits. Donc c'est incroyable l'évolution de ces appareils depuis l'invention de la captation du son jusqu'à maintenant. Alors, une telle exposition au Centre Pompidou, pour les plus grands, on l'imagine très bien, au musée en herbe, adapté aux enfants, c'est justement un défi de plus, un défi supplémentaire. Oui, absolument. C'est un défi dans la mesure où beaucoup d'enfants n'ont même pas vu de disque. Alors oui, c'est vrai que voilà. La société actuelle, ça c'est va à vrai une vitesse incroyable. Les vinyles aujourd'hui, je l'ai montré, moi, des vinyles à mon fils de 12 ans, il ne sait même pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'il m'a regardé, il m'a dit, ah oui, ah bon, c'est passé comme ça. C'est un set de table. Oui, exactement. Quand on a mauvais goût. J'espère qu'il n'y en a pas chez vous. Non, mais c'est vrai. Donc, alors, comment vous leur racontez justement cela? Alors, d'abord, il y a ces premières machines qui sont tellement spectaculaires qu'ils sont émerveillés en arrivant, parce que c'est le Phonomuséum à Paris qui a une collection de fous, qui est un endroit magique où il faut aller, où il y a tous ces instruments du début qui fonctionnent. En plus, le propriétaire, monsieur Jalal Haroul, peut nous les faire marcher. Ouais. Donc c'est des appareils incroyables que personne n'a vu. C'est des appareils mystérieux et incroyables. Donc déjà, ça, c'est quand même assez spectaculaire. Et puis peu à peu, quand on avance dans le temps, il y a les disques c'est moins spectaculaire, les tourne-disques aussi. Et à ce moment-là, on a remis dans des petites reconstitutions, c'est-à-dire le disque, quand est-ce qu'on l'écoutait. Donc chez soi, en voyage, dans les années 70, le twist, le rock, les surprises parties, salut les copains. Ensuite, il y a un magasin de CD, les Walkman qu'on portait à la ceinture, quand on voit que tout ça devient de plus en plus petit. Donc c'est vraiment dans des ambiances. Donc ils s'aperçoivent que c'est la vie quotidienne, quoi. Vous parliez d'art plastique tout à l'heure, et c'est vrai que finalement, c'est pas évident de faire prendre conscience aux enfants que la musique avant était un objet, c'est-à-dire c'était effectivement un CD, une cassette, voilà, et qu'aujourd'hui c'est entièrement dématérialisé. Oui, tout à fait. Donc on progresse. On progresse dans le temps, et puis ça tout se devient plus petit. On a une collection aussi de pochettes de disques décorées par des artistes. Donc ça fait le lien aussi entre les arts plastiques, parce qu'ils se sont tous mis, Picasso, Dali, Miro, Warhol, Kissaring, les artistes actuels. Et puis après, ils rentrent dans un studio d'enregistrement qu'on a reconstitué, où il y a des projections à la fois anciennes, où on voit Claude François enregistrer, donc c'est très rigolo, il a oublié les paroles de sa chanson. Non, il enlève son pull, il remet son pull, il dit j'ai oublié les paroles, pourtant je les sentais bien. Il y a Jacques Brel, et puis il y a des artistes actuels, il y a Julien Doré, donc on voit aussi la continuité. Ce qui est vrai, c'est que, évidemment, dans la musique, c'est les émotions qui se créent. Ce sont les objets dont on parle depuis le début, qui étaient effectivement monumentaux et puis de plus en plus réduits, voire inexistants maintenant, puisque c'est dématérialisé, comme vous le dites, Michael. Mais il y a aussi toutes les grandes figures qui ont fait l'histoire de la musique. Et donc, il fallait un petit peu de théorie aussi pour pouvoir... Oui, il y a les inventeurs. Ça, c'est incroyable, ces inventeurs. C'était juste après l'invention de la photographie. Ils sont dit, c'est tellement magique de pouvoir garder l'image, si on pouvait garder la voix des gens qu'on aime. Donc il y a eu Edison, il y a eu Martin Scott de Martinville, enfin Berliner qui a inventé le disque, mais c'était des inventeurs, quoi. Donc il y a des machines incroyables avec les rouleaux qui se gravaient. Et il y a maintenant, on arrive à récupérer le son des premiers rouleaux. Et donc on entend la première machine de Scott de Martinville, qui avait enregistré sur de la poudre noire, donc sans aucun relief. On a réussi maintenant à écouter quand il chante au clair de la lune. Incroyable. Alors bon, c'est un peu vaporeux, mais ça toujours mieux que moi. On entend un ami d'Eiffel qui dit c'est beau la tour Eiffel avec l'accent qu'ils avaient à cette époque, quoi. Donc c'est vraiment très émouvant. Avant que la musique ne s'empare de ces engins. Alors il n'y a pas une musique, il y a des musiques, bien forcément. Et il y a toutes formes de musique, toutes sortes de musique. Il y a des musiques en fonction des pays, en fonction des cultures, en fonction des envies, en fonction de ce qu'on aime, évidemment. Comment vous avez fait pour faire
les choix de musique? C'est-à-dire est-ce qu'il y a de grands classiques? On a essayé de représenter, oui, un peu toutes les musiques, donc en fonction des époques, en fonction des lieux. Donc il y a un salon bourgeois, on entend plus l'opéra, la musique classique. Dans la surprise party, bien sûr, c'est tous les yéyés. Il y a le bateau, on a une petite cellule sur le bateau parce qu'il y avait des tout petits appareils. Très très vite, on a emporté sa musique en voyage. Avec les 78 tours. Donc là, c'est plutôt le jazz. Bon, on a un peu réparti voilà, en fonction des situations et des musiques qu'on aime écouter, en fonction de là où on est, si on est tranquille, si on danse. Vous parlez du jazz, par exemple. Le jazz, c'est vraiment extrêmement lié aussi à une culture, à une pensée très forte. Est-ce que vous permettez aux enfants aussi d'apprendre cela, d'apprendre la culture qui va avec les musiques? Non, c'est trop dense. Ça va pas si loin. Ça va pas si loin. Ouais. Ça, on peut après y aller. Après, on a aussi des ateliers où on prend des points précis, où on développe. Mais dans l'exposition, on a des tout petits enfants. Hein. En même temps, c'est génial parce que cela permet après de pouvoir en parler à la maison. Absolument. Et de pouvoir se renseigner et se cultiver avec ses parents. Ouais. Alors, on finit par entrer dans un studio d'enregistrement à l'issue de cette petite déambulation. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour nous expliquer justement le fonctionnement, les boutons, à quoi ça sert? Il y a des boutons partout. Ah oui. Le principe d'un studio. Voilà. C'est un studio. Normalement, on fait ça avec les doigts. Voilà. Et il y a deux petites manipulations où les enfants peuvent mixer. C'est-à-dire qu'on a enregistré un groupe qui s'appelle Catastrophe en studio. C'est sympa. En situation réelle. Et on leur montre que maintenant on enregistre en fait à part les cordes, les pianos, les voix, les percussions. Et qu'ensuite on mixe ça. Et donc voilà, ils jouent avec et de façon assez simplifiée, ils peuvent quand même mixer eux-mêmes. Et alors, ils mixent eux-mêmes, et donc c'est le groupe Catastrophe qui est le groupe du moment, c'est ça? C'est un groupe, oui. Constitué de l'exposition du moment. Voilà. Exactement, d'accord, génial. Mais écoutez, ils chantent en avant la musique, qui est le titre de l'exposition. Merci beaucoup. Donc, titre de l'exposition en avant la musique au Musée en Herbe à Paris. On peut donner le quartier du Musée en Herbe? Oui, voilà. On est rue de l'Arbre Sec, ça donne dans la rue de Rivoli, dans le premier, au métro Louvre-Rivoli. Voilà, si vous passez par là, vous me croiserez sûrement, je suis dans le quartier aussi. C'est mieux de prendre rendez-vous sur le site. Ouais. Voilà. Parce sinon, il y a une longue queue. Oui, mais enfin, avec les enfants, c'est toujours un peu embêtant, les queues, pour peu qu'il pleuve et tout. Donc, Bon, mais j'ai trouvé un moyen, c'est d'arriver à la demi. Quand on arrive à l'heure pile, en général, c'est compliqué. Dès qu'on arrive un peu en décalé. Tous les quarts d'heure, nos rendez-vous. Je vous propose, Sylvie Girardet, je vous garde 2 minutes parce qu'on va regarder ensemble, si vous voulez bien. Regard d'enfant, je vais y arriver. Regard d'enfant, justement, on donne la parole aux enfants dans le Grand JT. Cette semaine, on leur a demandé de nous représenter leur sanctuaire, c'est-à-dire leur chambre. En rentrant dans la chambre, nous avons vu sur notre lit, puis sur nos 2 bureaux. Du coup, ça, c'est ma partie préférée dans ma chambre parce qu'elle représente le mieux ma passion, donc le cinéma. C'est des affiches, du coup, de cinéma. Alors, voici ma chambre. C'est mon petit coin. Si je veux être sur le téléphone ou si je veux être posée tranquillement. Je voulais faire un mood un peu japonais, un peu jungle. Et en fait, du coup, j'avais demandé à papa, est-ce que je peux avoir des plaques, enfin vous savez les plaques en plastique là de fausses plantes. Je voulais en mettre tout en dessous là et que ça fasse une ambiance que tu te sentes bien. C'est moi qui ai pu choisir la décoration de ma chambre et c'est pour ça que je trouve qu'elle me représente bien parce que y a un peu tout ce que j'aime, tout ce qui est important à mes yeux comme mes amis, ma famille et mes passions. Là c'est plutôt l'endroit où je me détends, où je geek. Là ce que je préfère dans ma chambre c'est mon papier peint, Harry Potter. J'ai beaucoup de figurines, beaucoup de mangas. Là, mon grand château où il y a plein de poupées. J'ai une guitare là-bas. Il y a mon grand lit. Parce que moi, je prends tellement de place. Et là, c'est le setup, entre guillemets. Enfin, qui vient de commencer il n'y a pas longtemps. Et il y a quoi sur le setup? C'est composé de quoi? Il y a un Mac qui est juste ici. Il y a un 10 série. Une enceinte? T'as quel âge? Disons que je suis apparu progressivement avant d'entrer en fonction le 4 octobre 2011. Ma chambre, elle est souvent très bien rangée et souvent pas très bien rangée, c'est un peu un mix. C'est quoi ce que tu préfères dans ta chambre? Là.
Là. Moi aussi, c'est ce que je préfère, c'est là. Et vous vous souvenez de votre chambre d'enfant ou pas? Moi, j'étais avec mes frères et sœurs, donc on était 3 dans la chambre. Et vous aviez chacun votre petit coin, votre petit un pan de mur? Non, pas vraiment. On avait, nous, tout petit coin, mais enfin, du coup, c'était joyeux. On se disputait, on jouait, on sautait du haut des lits superposés. C'était plus une salle de jeu, presque. Et vous, Mika, il y avait quoi? Il y avait Michel Drucker derrière ou pas? Non, mais un petit peu comme la petite fille tout à l'heure. Moi, j'avais plein d'affiches de films. Moi, j'adorais les affiches de films de l'époque, avec l'affiche de Star Wars aussi dans ma chambre. Génial. Allez, maintenant, on retrouve Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Cette semaine, son invitée, c'est Dorothée Pousséo. On va passer à la dernière partie de l'émission. On va parler plus spécifiquement d'école. Quel regard vous portez sur l'école d'aujourd'hui? Alors, l'école d'aujourd'hui... Avec vos 2 filles. Avec mes 2 filles, donc, qui sont en CE2 et la petite a 5 ans et demi, mais elle est rentrée un peu plus tôt à l'école, donc elle est déjà au CP. Moi, en fait, là, j'essaie de les faire intégrer une école publique. J'ai toujours été, parce que l'école du spectacle dont on parlait tout à l'heure est une école publique, entièrement gratuite, qui a horaire aménagé, mais publique. Et mon frère a toujours été dans le public aussi. On a toujours été, pro-école publique de base. Mes parents étaient dans le public, tout le monde. Mais sauf qu'en fait, c'est compliqué aujourd'hui d'avoir une 2e langue dans une école publique. Alors maintenant, il faut un peu d'initiation à l'anglais, mais c'est 1 heure par semaine. On ne peut pas appeler ça double langue. Tôt, en fait, vous voulez dire. Oui, voilà, très tôt. Et je me suis rendu compte avec mes filles que si on apprend une langue très tôt, on est bilingue. Elles parlent 2 langues. Et la plus grande apprend même le chinois depuis 2 ans. D'accord. À raison de 1 heure par semaine seulement, donc c'est vraiment une initiation. Mais ça lui plaît beaucoup. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que... alors là, j'essaie de les mettre donc, dans une école publique avec une section internationale. Mais c'est vrai que je trouve que le gros problème vient des salaires. On manque de professeurs, mais parce qu'ils sont extrêmement mal payés. C'est un métier... En fait, tant qu'on n'aura pas compris, je pense, au gouvernement, que c'est l'avenir d'un pays. Bien sûr, oui. Donc, tant qu'on n'aura pas compris que payer un professeur 1 800 € pour lui donner envie d'enseigner, surtout parfois dans certaines conditions compliquées, c'est évident qu'avec un salaire comme ça ne fait pas rêver. Enfin, rares sont les gamins qui, en sortant de l'école, disent « Tiens, je vais aller faire ce métier et puis m'en prendre plein la tronche et puis gagner 1 800 €. » Non, mais franchement, enfin... Donc, moi, je pense que s'ils étaient mieux payés, on ne manquerait pas de professeurs, parce qu'on en manque cruellement, et on aurait une meilleure éducation, et du coup, un pays qui va mieux. Est-ce que vous voyez une évolution entre l'école que vous avez connue et celle que connaissent vos filles? Je trouve que le niveau a baissé. Déjà, mes parents, quand ils voyaient mon bac, ils disaient il est hyper facile ton bac à toi. Déjà, j'ai l'impression. Et moi, c'est vrai qu'en voyant, mes filles sont plus petites, mais j'ai mes neveux et nièces, etc., qui sont un peu plus grands. Et j'ai l'impression que le niveau est un petit peu plus faible qu'avant. J'ai l'impression. Après, est-ce que je sais pas. Je sais pas. Là, elles sont dans trop petites classes encore pour que vraiment je juge du niveau. Je me souviens pas bien ce que je faisais vraiment en CP ou en CE2. Je parle par rapport au bac. Tu t'en souviens bien ? Ouais, je m'en souviens bien. C'est quoi pour vous l'école de demain ? Pour moi, l'école de demain, c'est une école qui laissera place aussi. L'école, je pense, prendre trop de temps en France. On est les seuls, d'ailleurs, quasiment au monde à sortir si tard. Parce qu'en Allemagne et tout, à 14h, c'est plié. Aux États-Unis, mais même à l'île Maurice, où j'ai plein d'amis d'enfance qui sont là-bas, à 14h, l'école, c'est fini, quoi. Et je trouve ça super parce qu'en fait, il y a plein de gens qui passent à côté de vocations. Ouais, ça, je suis d'accord. De vocations, quelles qu'elles soient, que ce soit artistique ou un métier pro, etc., peu importe, mais ils vont passer à côté ou le découvrir qu'à un moment au lycée pro, beaucoup trop tard, enfin à 15, 16 ans, 17 ans, voire plus, mais parce qu'en fait, on n'a rien eu le temps de découvrir avant. Quand on sort à 4h30 de l'école, moi, mes filles sortent à 4h30, je leur ai mis chacune un cours de chant et un cours de tennis, un cours de danse. Point barre, parce que c'est déjà beaucoup, mais en comptant les week-ends, quoi. Elles ont chacune, un cours de tennis une et un cours de danse l'autre. Enfin, il y a 2 activités max par enfant, parce qu'il n'y a pas le temps, plus les devoirs et tout. Et je trouve qu'il y a trop d'écoles et ça ne sert à rien, puisque je suis la preuve vivante qu'on peut passer le même bac. J'ai passé le même bac que tout le monde, alors que j'ai fait toute ma scolarité avec 5 heures par jour seulement. Ouais. Donc ça ne sert à rien. Et c'était... je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il y a un des plus grands psys au monde qui a prouvé que le cerveau humain, quel qu'il soit, même Einstein, même le plus intelligent, ne peut assimiler que 6 heures par jour, grand maximum. Et en réelle assimilation, c'est 4 heures.
Ok. Donc en fait, ça ne sert à rien de rester 8 heures à l'école, ou 7 heures ou 8 heures, puisque de toute façon, notre cerveau va assimiler que 4 ou 5 heures. Ça vaudrait la même chose pour nos journées de travail? Ouais, peut-être, à négocier. Non mais bon, et donc en fait je me dis mais pourquoi les blinder comme ça toute la journée jusqu'à 4h30, 5h Vous n'êtes pas du tout la première à nous dire ça quand on pose cette question-là. Mais c'est vrai quoi, alors qu'on finirait à 13h, 14h et après faisons, alors il faut que ce soit l'école qui le propose, parce qu'évidemment les parents travaillent, ils n'ont pas que ça à faire que de venir à 13h et puis faire hey, qu'est-ce qu'on fait cet après-midi, un petit musée? Évidemment non, donc il faudrait que l'école propose plus de sorties justement culturelles, plus de sport, plus de choses différentes, qui est l'opportunité dans l'école d'avoir des cours de danse, de n'importe quoi, de musique, de tous les instruments possibles, de plein de choses. Et voilà, et je pense que tout le monde se porterait mieux. Mais c'est déjà très bien. Merci pour le moment que vous nous avez accordé. Mais de rien. C'est déjà la fin de l'émission. Merci d'avoir partagé tous ces souvenirs. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. À bientôt. C'est la fin de ce grand JT. On se retrouve bien entendu lundi. L'occasion pour moi de remercier à nouveau Sylvie Gérardet d'être venue sur le grand JT. Je rappelle que vous êtes la fondatrice du musée en herbe, un musée absolument génial dans lequel il y a une expo en ce moment que vous devez aller voir qui s'appelle En avant la musique. Très chouette pour petits et grands. Il y a 2 niveaux de lecture, on est d'accord? Absolument. Voilà. Merci à vous, cher Mickaël Dorian. Merci, Virginie. Mika, un petit quand même clin d'œil, un petit bisou d'affection formidable parce que c'est votre dernière aujourd'hui. Ouais, c'est gentil. Mais c'était un plaisir en tout cas de passer ces mois à vos côtés et aux côtés de toutes les équipes de School TV qui font cette chaîne qui est formidable. Et je voulais tous vous remercier et en particulier vous, Virginie. C'était voilà. On peut se dire tu maintenant? On peut se dire tu. Tu es génial, Mickaël. Je remercie quand même Déborah, Benjamin, Emma, évidemment, que j'embrasse très fort, Agathe, toi Virginie, et puis toute l'équipe de School. Tout le monde se reconnaîtra, bien sûr. Bah oui, Mickaël Dorian qui va faire une très très longue carrière et qu'on a eu la chance d'avoir sur School TV et qui part pour de nouvelles aventures. Je ne sais pas si on a le droit de le dire, mais enfin bon, ce sera sur CNews. Voilà, c'est balancé. Non, mais bravo en tout cas à vous et merci d'être là. Si vous voulez repasser, je serais toujours contente que vous veniez sur le plateau. Évidemment. Bien en tant qu'invité. Vous pouvez nous retrouver canal 247 sur les Freebox ainsi que sur tous les réseaux sociaux. Vous nous écrivez, on vous répond. Il sera obligé de répondre si vous nous écrivez ce week-end. Mickaël sera obligé de répondre. Sachez-le. Je vous retrouve bien entendu lundi. Aujourd'hui, l'équipe à la réalisation, c'est Théo Boscar. Au son, c'est Thibaut Goury-Lafont. Laure Audemont, maquillage. À la rédaction, Emma Guessel et Agathe Delannoy. Merci à toute l'équipe de School TV et un grand bravo à Sylvie Gérardet pour cette merci exposition. Merci à vous de m'avoir invité au musée en herbe. Je vous attends tous au musée en herbe. Merci, bonne soirée. Ciao à tous.